Parlement. Nous, dans nos éditoriaux, on disait déjà qu'il faut un collectif budgétaire. Oui. Parce que là, toute l'architecture du budgétaire est chamboulée. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous allez payer autant alors que vous avez moins de recettes. C'est ainsi que le gouvernement est allé présenter un collectif budgétaire pour essayer de revoir à la baisse ses ambitions. Et quand on C'est l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Oui, quand on va là-bas, je vous dis, on a touché partout. Sauf dans le budget de l'Assemblée nationale. Des élections. Sauf pour les élections. Sauf, oui, j'ai les chiffres. Sauf pour les élections. On a touché, le chef de l'État a accepté, on a coupé 30%. On a coupé au niveau du Parlement. Parce que les deux chambres là, c'est beaucoup. C'est l'institution la plus budgétivore. Le Parlement. Même au niveau de la primature, on a coupé. Et il y a des problèmes. Posez la question à ceux qui travaillent à la primature, ils vous diront que certains avantages ont été supprimés. Donc, il n'y avait pas de choix. Qu'est-ce que nous gagnons en essayant de cracher sur la stabilité du cadre macroéconomique que nous avons obtenu au prix d'énormes sacrifices? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, notre monnaie est stable. Quand bien même on a... Mais cette stabilité a un prix. On ne peut pas aujourd'hui accepter de faire n'importe quoi et commencer à tourner la planche à billets. Parce que si on tourne la planche à billets, salue l'inflation. Et quand il y a l'inflation, nous allons retomber à la case du départ et il y aura... Vous connaissez, et on sera comme l'Angola. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, le gouvernement a raison, mais il faudrait que les autorités, l'autorité budgétaire comprennent qu'il n'y a pas de choix. Vous savez mon frère, j'ai titré dernièrement, M. Jean-Marie Kassambada, que la jeunesse c'est une bombe à retardement. Oui. Les jeunes là, nous avons plus de 95% de la population active qui est au chômage. Alors vous vous rendez compte, ces jeunes gens-là, qui ne savent pas où aller, et qui n'ont pas, ils vous voient, vous roulez carrosse, et vous continuez, vous pensez qu'un jour, mais la frustration peut amener à beaucoup de choses. Absolument. Alors, pour calmer la situation, il faut diminuer les trains de vie des institutions et renforcer les lignes budgétaires des secteurs pro-pauvres, oui, pour permettre à certains secteurs qui ne recevaient pas ne serait-ce que la moitié de ce qui était prévu dans le budget, oui, de commencer à toucher et d'appliquer la rigueur. C'est cette rigueur-là de Matata qui fait que les gens qui étaient habitués à toucher 12 000, et chaque fois, quand il y avait un texte de loi qui venait là-bas, ils faisaient du chantage, il y avait 5 000 $ qu'on distribuait comme ça sous le manteau, 10 000 même. On appelle ça les invisibles. Quand on puise ces 10 000 là, vous savez ce qui se passe? Parce que le budget de l'État, c'est comme un récipient là. C'est comme une cruche où il y a du liquide. Hein, alors, là-dedans, vous avez des gros tuyaux qui viennent se greffer. En bas, là-bas, vous avez la présidence, vous avez la primature, vous avez... Et les petits tuyaux là qui sont au-dessus, quand l'eau descend, ne prennent plus de l'eau. Et en ce moment-là, ça devient très compliqué. Et quand le gouvernement prend l'argent pour donner ce que les députés appellent les invisibles, oui, eh bien, dites-vous que certaines écoles ne seront pas construites. Dites-vous que certains enseignants ne pourront pas toucher les... Et si au jour d'aujourd'hui, les enseignants ou même les fonctionnaires continuent à toucher régulièrement, c'est parce qu'on a mis sur pied un certain nombre de réformes qui font que l'argent, quand l'argent rentre au trésor public, automatiquement, il y a un plan de trésorerie qui fait qu'on affecte directement l'argent pour la paye, mais ce qui reste n'est pas suffisant pour prendre en charge l'État congolais. Justement, Willy Kalengana, on va terminer cette émission pour permettre à ceux qui nous suivent de retirer les substrats. Est-ce qu'ici, on fait un procès au comportement de nos élus, ou plutôt c'est la classe politique tout entière, opposition majorité, j'utilisais pas les termes de Jérôme, mais qui doit faire un peu son mea culpa, et surtout que cette classe politique doit changer pour permettre les développements escomptés. C'est bien beau d'aller admirer ce qui se passe en Angola, au Rwanda ou en Guinée équatoriale, mais si chez vous, vous n'avez pas de mentalité, et là je vois la saga de ce qui s'est passé à Lubumbashi ou ce qui s'est passé même ici à Kinshasa, pro-opposition, pro-majorité, etc., ça ne laisse pas la jeunesse choisir avec beaucoup d'objectivité. Jean-Marie, je crois que Jérôme a dit l'essentiel. L'autre problème était un problème d'éthique fondamental. Et
les philosophes diront même que c'est un problème épistémologique, c'est-à-dire la validité de l'engagement. Nous avons un engagement en politique, quelle est sa validité? Sur le plan historique, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel. Aujourd'hui, servir la nation, ça signifie servir la communauté. Les hommes politiques aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'élite intellectuelle a reculé. Parce qu'ils pensent qu'ils ont non seulement le pouvoir, mais ils ont aussi un savoir considérable. Donc l'intelligence a déserté. Voilà, ils pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont immédiatement le savoir. C'est faux. Les règnes du savoir, il y a dans le pays ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, qui, dans un moment donné, peut capter le savoir disponible et mettre ça à la disposition des décideurs. Nos hommes politiques sont ce qu'ils sont le produit de notre société, une société patrimonialiste, une société qui a vécu dans la culture de la quête et du ramassage. Nous ne sommes pas encore sortis de là. La fonction politique est une fonction du ramassage et de la quête. Et les situations des rentes, parce que c'est là qui alimente. Donc, le plus important, c'est d'être député, d'avoir un statut. À partir du moment où j'ai un statut, je peux donc manger à ma faim. Et les gens se battent pour avoir ce statut. Sans effort. Non, c'est-à-dire, quels que soient les efforts qu'ils font, ils se disent que le plus important, c'est d'avoir le statut. C'est pour ça qu'on appelle ça des situations d'errante. C'est-à-dire, bon, je suis député, à partir du moment où je suis député, je peux ne pas venir à l'Assemblée, le pays peut ne pas aller de l'avant, les lois peuvent être liberticides, les opposants peuvent être arrêtés. Moi, l'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, j'ai mes émoluments parce que j'ai le statut de député. Un ministre aussi, c'est comme ça. Bon, je peux ne pas connaître mon sujet. La technicité, la compétence, la voie des réformes, ce qui fait que les hommes politiques possèdent quelque chose de plus que le peuple. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus beaux, c'est parce que le peuple reconnaît leur engagement citoyen, un engagement qui est quand même supérieur à l'engagement normal. Mais s'ils se confortent dans la corruption, s'ils se disent qu'ils doivent, eux, devenir riches, et que être politicien, c'est construire sa vie au détriment de l'ensemble, ils ont échoué leur mission. Et dans l'histoire, nous n'avons pas terminé, dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé des moments où les générations entières ont été balayées par le fait de n'avoir pas compris l'enjeu. Notre enjeu est un enjeu, la crise qui s'impose à nous est une crise générale. Elle se pose à nous comme une crise de société. Elle demande que nous réagissions comme une société, comme une communauté. Elle ne demande pas que nous réagissions comme majorité, comme opposition, comme blanc, comme noir, comme femme ou comme homme. Elle s'impose à nous comme une crise qui touche toute la communauté. Le problème est que nous n'avons pas formulé les réponses de la communauté face à la crise. Nous avons formulé des réponses partiales, des réponses de survie. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Le Parlement fait ce qu'il peut faire. Le Sénat fait ce qu'il peut faire. La classe politique, donc chacun développe des situations de survie. Tout ceci n'est pas coordonné vers une solution commune. Merci beaucoup. Et Jérôme Serrano, il faut qu'on termine. Oui, on va terminer. Vous savez, je voudrais dire que nous fonctionnons au-dessus de nos moyens. Au-dessus? Au-dessus de nos moyens. Et vous savez, quand une maman va au marché avec 1000 francs, elle ne peut pas se permettre de charger son panier avec des vivres des 3000 francs. Dont elle n'a pas les moyens. Non, sinon on va l'arrêter. C'est exactement la même chose. Mais comment on peut réserver 10 000 $ à un député lorsqu'on a un budget? Moi, s'il y a des réformes à faire, parce que nous projetons dans l'avenir, s'il y a des réformes à faire au niveau du Parlement, c'est que nous devons réduire le nombre de députés dans notre pays. Nous avons 550. 500, c'est trop. C'est comme la Chine. Je vous dis, même au niveau du Sénat, on peut diviser par 2. Mais ça dépend des circonscriptions maintenant. Bien sûr, il faut augmenter le nombre. La circonscription, à l'époque, dans la loi qui était passée, c'était de 50 000. Il suffit de dire que maintenant, la circonscription pour un député, c'est 100 000. Ou même ça, 50 000. On a un député. Voilà. En ce moment-là, l'argent là, compte tenu des moyens qui sont disponibles, eh bien, l'argent là, on peut investir dans l'agriculture. Parce que le secteur créateur d'emplois par excellence, de croissance par excellence, c'est l'agriculture. Or, nous n'avons pas de moyens. Regardez, Bukangalonzo, rien que Bukangalonzo, c'est 1,5 milliard de dollars qu'il faut investir. Le gouvernement a sorti à peu près 120 millions jusque-là. On n'a même pas encore terminé Bukangalonzo. Et il y a 24 parcs agro-industriels. On manque l'argent. Même si les partenaires au développement peuvent venir. Alors, la solution à cette crise, pour qu'il n'y ait pas explosion demain, c'est de faire en sorte que, même quand il y aura peut-être des réformes, qu'on réduise le nombre d'acteurs politiques, notamment
au niveau de la députation et des sénateurs. Et ainsi, l'argent qu'on va dégager, on va investir pour permettre une bonne redistribution. Parce que tant qu'on continuera à exclure le jeune qui naît, qui étudie, qui termine l'université et n'ont pas d'emploi, eh bien, c'est un terrain fertile pour que... c'est là où on recrute les djihadistes, c'est là où on recrute les gens qui vont dans des rébellions, et ce n'est pas une bonne chose. Pour terminer, vous savez, ce pays nous appartient. Lorsque mon ami et moi nous parlons comme ça, les gens disent que non, écoutez, ces gens-là, nous n'avons pas des couleurs politiques. Et je pense que... Mais vous venez de sommes lessiver le membre de la majorité, là. Non, c'est ça. Ils doivent comprendre que notre pays passe avant tout. Il y a des bonnes choses qui se font du côté de la majorité, il y a des bonnes choses qui se font du côté de l'opposition. Oui. Nous devons les dire haut et fort. Le problème, c'est qu'eux, ils voudraient que nous puissions les suivre, même les yeux fermés. Quelqu'un qui est en train de détourner les deniers publics veut que nous puissions l'applaudir. Ou quelqu'un qui est en train de violer la loi, que nous puissions l'applaudir. Nous ne le ferons jamais. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Willy Kalengai, je rappelle le patron de Géopolis et c'est lui des Galaxies Médias. C'était notre façon d'interpeller l'opinion et surtout la classe politique sur sa façon de se conduire. Ce pays a besoin des valeurs et ces valeurs sont celles de la probité, sont celles d'un pouvoir qui doit être désintéressé. Et on ne peut pas être dans une culture de cueillette, comme l'a dit Willy Kalengai tout à l'heure. Le Congo de demain, c'est celui de désintérêt pour soi et servir la nation pour son développement. Portez-vous bien. À la fois prochaine.